Ibrahima Sanogo est notre invité du jour. Il est, vous le savez, le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseiller. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'importance de faire confiance au processus dans sa quête du succès. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Alors aujourd'hui nous parlons d'une thématique, faire confiance au processus dans sa quête de succès. Quand on parle de processus, on parle de succès. À quoi cela nous renvoie-t-il pour le succès? D'accord, déjà merci encore pour la question, merci de nous recevoir chaque lundi pour partager, si vous voulez, des sujets de réflexion. Il faut dire que nous abordons ces sujets sans aucune prétention d'être des succès. Nous n'avons vraiment pas la prétention d'être des succès, mais le succès est une problématique, je ne cesserai de le dire. Et cela nous amène à réfléchir constamment à tous les éléments, en tout cas, tout ce qui peut concourir de près ou de loin au succès. Et il faut dire que la question du processus donc est fondamentale. Le processus, de manière générale, c'est une succession de phénomènes qui aboutit à un résultat. D'accord? Et on sait que le succès, il n'est pas linéaire, même s'il est subjectif, parce que le succès est subjectif, il va dépendre de chaque individu. Mais quelle que soit la détermination du succès que vous avez, ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Donc ça va passer par plusieurs étapes. D'où donc le processus, d'accord? Et justement, il est important de comprendre ça, parce que par moment, on est souvent peut-être par comparaison, souvent peut-être par précipitation, on pense qu'il faut que tout nous arrive tout de suite et maintenant, alors que c'est une succession d'étapes, c'est beaucoup d'étapes, c'est un parcours, c'est un chemin, d'accord? Et j'en fais l'analogie avec la vie de l'homme. Vous voyez, l'homme, je pense que le Créateur pouvait faire de sorte que l'homme, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il devient grand. C'est une possibilité du Créateur, mais il ne l'a pas fait. Déjà, il nous a permis de rester dans le ventre de notre mère 9 mois durant. Donc, au moment où on vient au monde, en fait, on est âgé de 9 mois déjà, d'accord? Ensuite, on va passer par des étapes où on ne sait même pas parler, où on ne sait pas prendre soin de nous, on ne sait pas marcher. Ensuite, on va apprendre à marcher, on va tomber, on va se fracasser, on va après apprendre à courir et on va évoluer comme ça. Donc je pense que cette analogie, ça se retrouve partout dans la vie, d'accord? Donc toute notre vie est faite de processus, d'accord? Et le succès en lui-même est vraiment un processus, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, il peut être parfois lent et douloureux, d'accord? Avec des prix à payer, mais je pense qu'il faut accepter de payer le prix. Et là, quand on le dit ainsi, on connaît aussi la réalité de notre jeunesse, c'est l'impatience des temps. Absolument. Est-ce que c'est un frein lorsqu'on... Absolument. Parce que si vous êtes impatient et que vous voulez tout de suite et maintenant, bonjour les vices. Bonjour un ensemble de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société. Parce qu'on n'est pas prêt à prendre le temps qu'il faut. Moi, je pense que tout succès qui est j'ai envie de dire quoi, qui est rapide, vous devrez en avoir peur. Parce que les étapes sont importantes dans le succès. Toutes les étapes que vous franchissez. Vous voyez déjà, la thématique vient de quoi? L'idée première, c'était de voir comment on fait face aux défis dans la vie, en tant que travailleur. Mais c'est comme si on a envie de dire, il ne faut pas qu'il y ait des défis. Mais non, on ne peut pas faire sans les défis. Les défis sont une nécessité. Une nécessité pour nous de venir... Ça nous grandit. Il faut qu'il y ait des défis si on veut grandir. Maintenant, le problème, c'est quelle attitude nous on a face à chaque défi qu'on rencontre. C'est ça qui est le plus important. Donc, si on veut vraiment cette impatience, cette envie de vouloir tout de suite et maintenant, certains l'image par sauter du coq à l'âne, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Est-ce que ce qui cause aussi l'impatience, ce qui suscite en cette jeunesse aussi cette envie de sauter l'aspect processus pour vite parvenir à un résultat forcément positif, est-ce que c'est pas lié à l'absence de communication adéquate? Pour beaucoup, on entend partout dire que on part de zéro, on se retrouve à telle ou telle étape, on n'a pas besoin de ci, de ça. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on entend aussi qui influence malheureusement notre jeunesse? Bon, j'ai envie de dire, j'entends les mêmes choses, mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'influence pas. Il faut se rendre à l'évidence que la vie d'un tel n'est pas ma vie. Nous ne sommes pas appelés sur les mêmes chantiers, nous ne sommes pas appelés sur les mêmes terrains. Chacun
sa vie, quoi. Chacun son histoire et chacun vient sur Terre pour apporter sa touche, pour raconter sa vie, pour vivre pleinement. C'est chacun son histoire. Donc je pense que le problème n'est pas la communication, le problème est la comparaison. Le problème est la comparaison, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément pour moi, je pense que c'est la recherche de facilité. Vraiment la recherche de facilité. Je m'amuse comme ça à quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, un ami hier qui me dit comment on devient, comment on gagne l'argent. J'ai dit attends, quand je serai milliardaire, je te dirai le secret. Bon, on veut ça tout de suite et maintenant, facilement. Non, ça ne peut pas se faire facilement. Si ça devrait se faire, je pense qu'il n'y aurait aucun pauvre sur terre. Ça ne peut pas se faire facilement. Donc, chacun sa vie, chacun son histoire, chacun sa façon ou, en tout cas, son parcours, son processus. Mais à la clé, en tout cas, il faut savoir patienter, il faut savoir mettre les bonnes choses à côté de soi pour pouvoir y arriver. De manière opérationnelle, comment se fait le processus de succès ? Alors, j'ai envie de l'imager comme une semence. Vous voyez, je fais encore une analogie. Quand on prend par exemple les agriculteurs, vous voyez, l'agriculteur, il va faire quoi? Avant la saison pluvieuse, il va aller labourer son champ. Donc, il va préparer le terrain pour semer, d'accord? Donc, à l'arrivée des premières pluies, il va commencer déjà ce processus qui va l'amener, après avoir labouré, à semer, d'accord? Et on fait pareil. On fait pareil dans ce sens que le travail qu'on fait, déjà l'apprentissage du travail, peut-être pour celui qui est allé à l'école, même si vous n'êtes pas allé à l'école, quel que soit le métier que vous faites, quand même il y a un temps de préparation, donc il y a un temps d'apprentissage. Ensuite, il y a le temps où vous allez maintenant commencer à appliquer votre apprentissage. Donc vous allez semer les graines. D'accord? Mais est-ce que si le laboureur sème ses graines et pas dormir ou pense juste que parce qu'il a sémé les graines, il va récolter, je suis convaincu qu'il n'aura que ses yeux pour pleurer. D'accord? Donc après l'étape de semence, il va faire quoi? Il va essayer de nourrir ces graines-là. D'accord? Et nous, notre apprentissage quotidien, les choses que nous apportons de plus à nos compétences, aussi bien personnelles qu'à nos qualités humaines, sont la nourriture qui vont venir maintenant permettre à ces graines-là de prendre vie, de prendre forme, d'accord? Et donc, c'est un processus. Ensuite, il va avoir des épines, il va avoir des mauvaises herbes qui vont pousser à côté. Il faut les traiter. C'est la même chose face à certains défis, à certains blocages qu'on va avoir dans notre vie. Tous ces éléments-là sont nécessaires, en fait. J'ai envie de dire c'est nécessaire. Parce que s'il n'y avait pas ces éléments, vous n'allez pas... Moi, j'ai envie de dire, on n'allait pas savourer autant le succès. Non. C'est parce qu'il y a tout ce parcours que nous pouvons savourer fièrement le succès. Et donc ce succès-là va venir quoi? C'est la récolte. C'est l'adéquation temps, effort consenti, patience, persévérance. C'est cette adéquation-là qui va venir finalement par nous donner des résultats. D'accord? Et que nous, on va appeler, que le laboureur va appeler sa récolte. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est un processus. C'est des étapes. Des étapes, chaque étape avec son lot de victoires, son lot d'échecs, son lot de soubresauts, mais avec lequel on va s'adapter, on va apprendre à aller au-dessus, à dépasser les défis, à affronter, à se remettre en question, à regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et vraiment à vraiment essayer et à espérer un résultat positif, en tout cas en lien ou en tout cas qui répond à nos aspirations, à nos objectifs. Quand on regarde sur la ligne de départ du processus de succès, sur la ligne de départ de la vie professionnelle, ils sont nombreux. On peut se retrouver avec 100 personnes, mais à l'arrivée, on peut se retrouver uniquement avec 2, avec 5. Et tout au long de la course, des obstacles, des embûches, des échecs. Comment arriver à faire accepter que l'échec, c'est ce qui solidifie, c'est ce qui doit permettre d'avancer? Comment on conceptualise l'échec dans la course, en fait? Alors, il faut comprendre que l'échec, pour moi, va avoir, je pense, 3 dimensions. La première dimension, c'est que l'échec est une boussole. Pour moi, l'échec est une unité de mesure. L'écart entre ce que tu veux et ce que tu as, ou ce que tu es. Si vous échouez, ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, ça veut dire qu'il y a probablement des choses qui ont manqué.
aussi bien interne que peut-être externe, d'accord? Mais il faut s'asseoir et déjà c'est un paradigme de voir l'échec comme un tremplin, comme une occasion. Et c'est un baromètre. Quand on le comprend comme étant un baromètre, on le vit mieux. D'accord? Et ensuite, on peut regarder aux bons éléments de l'échec. Mais quand on ne le voit pas comme un baromètre, mais comme une fatalité, mais on passe à côté. Mieux, on ne veut même plus essayer. J'aime bien Thomas Edison qui dit que on dit tu as échoué, il dit oui. Je connais au moins 10 000 façons qui ne réussissent pas. D'accord? Donc j'ai au moins essayé. Et ça m'a permis de comprendre ou de connaître 10 000 façons qui ne marchent pas. Et finir par connaître une seule façon qui marche. Mais voilà ce qu'il a créé. Debout sur la terre. Qui nous permet de vivre et de vivre mieux. D'accord? Et ces hommes-là, ils ont payé le prix. Est-ce que ça s'est fait en un clin d'œil? Non, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Il y a eu des échecs. Mais ils ont eu la capacité de voir en l'échec une boussole, une unité de mesure qui veut dire, je suis loin de l'objectif. Quels sont les éléments qui ne marchent pas? Quels sont les éléments qui ont raté? Qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte? D'accord? Donc l'échec est vraiment, il faut vraiment s'efforcer de voir l'échec comme déjà étant une boussole. Ensuite, j'ai envie de dire dans la deuxième dimension que l'échec est comment je veux dire ça? Je l'ai déjà dit, c'est une unité de mesure en fait. C'est vraiment une unité de mesure. S'il n'y avait pas des échecs, je ne suis pas sûr que le succès aurait du sens. Pour vous, c'est comme une opportunité. Absolument, c'est vraiment une opportunité. Et je crois que, en tout cas, les livres saints, les religions nous en parlent. Chez nous, en musulmans, on dit derrière chaque difficulté, il y a certes la facilité. D'accord? L'échec est une opportunité. C'est une opportunité. Une opportunité, ça vient avec la troisième dimension. C'est l'échec qui nous fait grandir. Si nous n'échouons pas, nous ne grandissons pas. Si tout coule de source, s'il y a zéro blocage, s'il n'y a absolument pas d'échec, soyez sûr qu'on ne grandira pas. C'est parce qu'il y a des échecs, qu'il y a remise en question, qu'il y a prise de conscience de ce que je n'ai pas, de ce que je ne peux pas. Et ensuite, qu'il y a volonté maintenant d'acquérir ce que je peux, ce dont j'ai besoin, ce que je n'ai pas, et finir par atteindre mon objectif. Et quand je l'acquis, je grandis. Je grandis. Et encore que l'échec nous prépare au succès. Je pense comme ça, quand je parle, je pense comme ça à un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, qui, je le rappelais la dernière fois, je lui dis, tu vois, gars, regarde, rappelle-toi les moments où tu quittais Dagneux pour aller à Sissin à vélo, pour aller travailler. C'est un électricien qui d'abord commence avec l'électricité bâtiment, qui à un moment arrête, abandonne son travail parce qu'il avait estimé que l'électricité bâtiment, il avait vraiment bien appris, il voulait aller à l'industriel. Et il a payé le prix d'aller, il pédalait un vélo de Dagneux à Sissin tous les matins pendant 2 ans pour aller, et il était payé au contrat. Ça veut dire que c'est quand activité qu'il est payé. Mais tous les jours, il est au bureau. Et moi, je l'ai accompagné à aller prendre son attestation de fin de travail. Je me rappelle bien de cette époque. Et je lui dis, regarde aujourd'hui ce que tu fais. Tu aurais l'impression qu'au moment où tu le vivais, mais c'était un séisme, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, c'est parce que tu as payé ce prix-là. Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qui devaient te décourager? Est-ce que toi, en tant que jeune, pédaler un vélo pendant que tes camarades sont en moto? Et tu pédales un vélo. Et il pédale le vélo pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'acheter une moto, il doit payer son loyer. Il a plein de défis. Mais ce sont cet ensemble de défis-là qu'il a rencontrés, auxquels il a fait face. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sur de gros chantiers, sur de grands chantiers. Il me dit, ah gars, mes patrons m'ont dit, j'ai dit, ah bon, je te rappelle qu'il y a un jour, tu me demandais, est-ce que ça va finir par aboutir? Bon, espérons, travaillons, essayons. Relevons-nous. Et j'aime bien cette pensée d'un gars que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie, Rick Risby, qui dit que je ne crains pas que vous ayez de l'échec. Non, je crains que vous ne surmontez pas l'échec. La personne qui est capable de se relever après son échec, c'est la personne qui est capable de continuer à grandir et à faire grandir, en fait, si vous voulez, son leadership, son influence. Voilà, donc c'est la somme de nos échecs qui font nos succès. Absolument. Ce qui montre qu'il y a nécessairement des attitudes à adopter face à la difficulté, face à l'échec. Je vais miroirer avec trois cas. Quand on prend une personne qui, tout au long de ses études, n'a jamais redoublé,
n'est jamais allé en session, à partir du premier stage, a décroché un emploi qui fait face à une difficulté. Quand on prend quelqu'un ou dans l'aspect professionnel, en ce lundi où il se retrouve à son lieu de service, il voit la tonne de paperasse qu'il a à gérer, il voit les difficultés, il voit les bâtons dans ses roues venant de supérieurs, venant de collègues, de subalternes et tout. Et quand on prend une troisième personne, un entrepreneur qui a misé beaucoup d'argent sur ce qu'il espère, qui a recruté du personnel et qui voit ses vitres voler en éclats un beau jour, comment est-ce qu'on arrive à développer l'aptitude à contrer l'échec? D'accord, déjà je l'ai dit, c'est déjà un paradigme. Il y aura toujours des échecs, il y aura toujours des défis. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu abandonnes. Si tu abandonnes, tu auras tout perdu. Donc tu ne dois pas abandonner. L'abandon n'est pas une option, d'accord? Donc il faut continuer. Maintenant pour continuer, on va aller sur les 3 cas. Déjà le bon jeune homme qui n'a jamais redoublé de sa vie, qui a vraiment eu un parcours vraiment, on va dire linéaire, et puis qui fait face à un échec. Lui, il a beaucoup de défis. Ses défis sont énormes parce qu'il n'a jamais fait face au succès. Et j'aime bien Michael Porter qui dit, c'est un des penseurs marketing qui dit que, je veux résumer en disant qu'il dit que lui, pour recruter, il préfère celui qui a échoué plusieurs fois que celui qui n'a jamais échoué. Parce que celui qui n'a jamais échoué, le jour qu'il échoue, là, c'est un chaos total. Donc, déjà, je pense que ça, vous devez en avoir peur. Si vous n'avez pas de petits échecs dans votre vie, vous devez en avoir peur. Parce que la première fois qu'un échec va arriver... L'absence d'échec peut constituer déjà une crainte. Absolument. La première fois que l'échec va arriver, vous risquez de ne pas pouvoir vous en relever. Mais ce qui est beau et dans cette pensée, dans l'échec, c'est que l'échec, ce n'est pas forcément ce que nous avons vécu. Vous voyez? Et c'est ça qui est beau dedans. Ce que nos grands frères, nos doyens, nos dévanciers ont vécu, leur vie porte en elle des leçons. Et quelles sont ces leçons-là? Ce sont leurs échecs. Et c'est là où j'en appelle encore au mentorat. J'en appelle à pouvoir tirer le meilleur parti de chaque personne que vous rencontrez, de pouvoir capitaliser chaque ressource autour de vous. Parce que c'est pas parce que moi, je n'ai pas besoin fondamentalement ou obligatoirement d'avoir fait face à ça, d'échouer et de me relever. J'aurai mes propres essais, d'accord? Mais les échecs des autres, des doyens, sont un tremplin aussi pour moi. Parce que ces échecs-là portent en eux des leçons. Et ces leçons peuvent venir, moi, m'aider, moi, m'accompagner, peut-être même à ne pas tomber dans les mêmes trous. C'est là où on dit encore que les jeunes qui pensent tout savoir devraient bien s'abriter sous le baobab des doyens pour pouvoir tirer le meilleur parti de leur vie. Et tout le monde, tous nos parents, leur vie. Mais attendez, le jour où j'ai découvert l'histoire de mon père, mais j'ai regardé mon père autrement. Je l'ai vu en un héros. D'accord? Mais combien de personnes s'intéressent à aller savoir quelle est l'histoire de ton père, quelle est l'histoire de ta mère? Ces histoires-là, dans leur histoire, dans leur vie, dans leur vécu, il y a tellement de leçons à tirer qui vont venir, toi, t'aider à ne pas tomber peut-être dans les mêmes pièges. D'accord? Donc, à cette personne quand même, je dis, capitalise autour de toi, ne fatalise pas, c'est normal, c'est seulement que toi tu n'es pas habitué. Nous on a le dos large, notre dos est déjà tanné, nous on est habitué à ça, d'accord? Mais à la personne qui n'est jamais habituée, ce n'est pas une fatalité, on vit avec, on vit avec et même mieux, ça nous aide, ça nous grandit. Alors, pour le travailleur, le collaborateur, mais sache que les défis là, c'est normal. C'est même normal. Monsieur Abdul Karim Bandé, dans son livre Banaliser le succès, dit que la frustration a quelque chose de bon. La frustration est bon. La frustration est au succès ce qu'est la fièvre pour le palu, dit-on. D'accord? Donc la frustration est quelque chose de bon. Et je t'encourage à aller lire ce livre-là. Il donne vraiment des cas pratiques qui vont te permettre d'aller au-delà, de comprendre, de détecter, de mieux vivre cette frustration-là et même de mieux utiliser cette frustration parce que tu en as besoin. D'accord? Est-ce qu'il y aura des techniques mathématiques que je pourrais te donner? Il y a un ensemble d'éléments. Je ne pourrais pas te donner, mais il faut d'abord, face à un échec, vraiment ce qu'on manque de faire, c'est que généralement, face à l'échec, on accuse toujours les autres, sans d'abord se remettre soi-même en question. Quelle est ma part de responsabilité dans l'échec? Absolument. Quelle est ma part de responsabilité? Je suis convaincu que rien ne peut nous arriver sur cette terre si seulement on est responsable. Nul n'est responsable de ce qui nous arrive si ce n'est nous-mêmes. Quelque part, malgré
toutes les raisons qu'on peut évoquer, on a une part de responsabilité. Toujours. Il faut que nous sachions détecter cette part de responsabilité. Une fois que vous détectez cette part de responsabilité et que vous essayez maintenant de le corriger, mais vous voyez, vous contrebalancez, vous changez le game. D'accord? Mais si c'est toujours les autres, vous voulez que les autres soient et ils ne le sont pas, mais vous allez fataliser, vous allez abandonner. Mais si vous abandonnez, c'est pour vous qui est parti, hein? C'est pour vous qui est parti. Le laboureur qui laboure, qui sème, qui prend soin de ses graines, il ne sait même pas s'il va vraiment récolter. Hein. Je vous promets, il peut avoir de fortes pluies, ça vient gâter la semence. Il ne sait pas, mais il le fait quand même. Il y a des épines, il y a des mauvaises graines. Il se lève chaque jour que Dieu fait. Il va, il laboure son champ. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Il y en a. Il fait avec les difficultés. Il se pose la question, quelle est ma part de responsabilité? Même quand il y a des fortes pluies et que ça gâte la semence, on peut dire waouh, c'est un chaos total. Mais non, est-ce que ce n'est pas une opportunité? Une opportunité de créer des digues, de créer des passages d'eau, de créer... Et c'est toujours une opportunité, d'accord? Donc remise en question. Ensuite, il faut changer nos habitudes. Souvent, certains défis là, ce ne sont que nos habitudes. Ce ne sont que notre façon d'être qui engendre ces défis-là. Donc il faut changer les habitudes. Il faut les changer. Il faut vraiment pratiquer cette loi de l'habitude-là, des habitudes-là. Il y a une loi. Et nous sommes le produit de nos habitudes. Charles Darwin, le philosophe, dit que l'homme est le produit de son évolution. Donc nous sommes le produit de nos habitudes. Et nous pouvons les changer. Il faut les changer. Faites-vous accompagner aux besoins. Mais il faut les changer. Il faut adopter les attitudes proactives du succès. D'accord? Ensuite, il faut de la constance. Il faut de la résilience. Il faut de la persévérance. Il faut de l'autodiscipline. Parce qu'il y aura toujours 1000 raisons d'abandonner. Est-ce qu'on peut insister et préciser l'autodiscipline? C'est très important. L'autodiscipline, c'est la capacité que vous avez d'aller au bout. D'aller au bout, d'être un jusqu'au boutiste. Malgré. Vous vous disciplinez à je ne veux pas, je n'aime pas, mais je dois aller au bout. Vous vous disciplinez à, et ça demande que vous fassiez des sacrifices, que vous abandonnez des choses, que vous soyez focalisé, que vous soyez concentré. D'accord? Et vous devez le faire. Oui, ça ne marche pas. Réévalue. Réévalue, trouve les axes et recontinue. Tape encore. Continue. Parce que la roche là, elle ne se brise pas avec seulement le premier. Non. Une seule goutte d'eau dans au même creux de la roche, jour après jour, elle va se fendiller. Elle n'a pas le choix. Elle va finir par se fendiller. Mais verser un seau d'eau, rien ne va se passer. Donc, c'est les efforts constants. Et il faut de l'autodiscipline. Il faut de la résilience. D'accord? Il faut de la constance dans nos activités. Il faut vraiment de la constance. Si on est prêt à abandonner, à fataliser, à ne pas mettre les efforts jour après jour, ou qu'on pense que hier j'ai mis tellement d'efforts qu'aujourd'hui je ne dois rien faire, mais vous allez passer à côté. Vous allez vraiment passer à côté. Et pour l'entrepreneur, bon, lui, il est habitué aux défis généralement. Au contraire, les défis vont le simuler. Parce que celui qui n'est pas prêt aux défis, je l'ai déjà dit ici, tout le monde n'est pas prêt à entreprendre. Et l'entrepreneur, c'est un mec qu'il faut respecter. Il faut beaucoup le respecter, ce gars-là. Parce que la charge mentale que ce gars a, mais malgré ça, il sourit. Parce qu'en réalité, ce qui est beau chez l'entrepreneur, c'est que lui n'a plus le choix. Lui, il fait face à la montagne. C'est soit je la casse, je ne peux pas la contourner. Soit je la casse, soit je tombe. Et si je tombe, tout tombe derrière moi. Et donc, bon, l'entrepreneur, je pense que c'est son habitude. Il est habitué au défi. Il essaie, il réévalue, il essaie, il se remet en question. Les mêmes clés, aussi bien pour l'argent, ces mêmes clés-là s'appliquent à l'entrepreneur. Il réessaie, il réévalue, et puis il change, il s'adapte. Voilà, il continue. Mais en même temps, cela fait appel aussi, si vous voulez, vous allez voir que rarement les entrepreneurs, il y a rare d'entrepreneurs qui ne sont pas spirituels, ça fait appel à la compétence spirituelle. Et encore, je vous invite à aller vers le livre Banaliser le succès. Il est développé dedans. Les 6+1 compétences sont nécessaires. Donc c'est un package. Toute dernière question, quelle est la place du doute dans la quête du processus de succès? Alors, le doute est un... Comment je dis ça? Est-ce que je vais l'utiliser comme étant une balance? Le doute envoie des questionnements. Et ces questionnements permettent de parfaire vos actions. Si vous ne doutez pas, si vous ne craignez pas, il y a peut-être des questions que vous n'allez pas vous poser. Donc c'est normal. C'est normal que
vous prenez tout le monde. Quelque part là, il y a un grain, puisque vous n'avez aucune assurance, vous n'avez que de l'espérance, vous n'avez aucune assurance. Donc, c'est même ça le courage, c'est la capacité à aller malgré ses peurs. Mais quand on a confiance en soi, est-ce que le doute est permis? Absolument. Quand on est sûr de son potentiel et tout. Absolument, parce que vous êtes sûr de votre potentiel, mais vous n'êtes jamais sûr. Il y a plein de facteurs externes qui vont arriver. Donc il y a un grain de doute, il y a un soupçon de doute. Mais ce soupçon de doute-là, vous pouvez encore le transformer. Puisque justement, il va vous amener des questionnements. Si vous voulez, pour dire, et si ça ne marche pas? D'accord, si ça ne marche pas, je fais quoi? Hein? Est-ce que j'abandonne? Non. Qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas? Ah, tel élément peut faire que ça ne marche pas. Tel élément. Dans toute décision, nous on dit qu'une décision peut être formulée sous la forme d'une équation Y égale AX plus B plus E. E, c'est la marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur. Il y a toujours de l'incertitude quelque part. Mais cette incertitude-là, elle ne doit pas vous gripper. Elle ne doit pas vous empêcher d'avancer, d'essayer. Même si vous échouez, au moins, vous avez le mérite d'avoir essayé. Et on a toujours cet exemple qui nous vient des États-Unis avec quelqu'un qui aujourd'hui avec X. Absolument, absolument. Et il y en a plein, quand je prends Steve Jobs, ce gars-là, il me plaît beaucoup. Il me plaît énormément. Sa vie est pleine de leçons. Énormément de leçons. Et il dit quelque chose que j'aime bien et que je vais répéter. Faites confiance au fait que les points vont se relier. Faites confiance au fait que les points vont se relier. Tout ce que vous avez traversé dans votre vie, toutes les étapes, toutes les choses que vous avez vécues dans votre vie ont une importance. Et faites confiance au fait que les points finiront par se relier. Peu importe le temps que ça prend. Absolument. Dernier mot, Ibrahim Sanogo. Excellente semaine à tout un chacun. Beaucoup de courage à tous ceux qui ont décidé d'être acteurs et non spectateurs de leur vie. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci Ibrahim Sanogo. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous pour le plaisir et l'amitié que vous nous faites d'être toujours avec nous pour évoquer toutes ces questions. Merci à vous, merci de nous recevoir. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Trui TV et Watt FM. Merci sur FM donc ce numéro du DEJ Matinal Info. Et en attendant, bien sûr, Dieu voulant de vous retrouver pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Trui TV, la télé interactive.